chaque épisode, moi j'aime bien commencer par un contexte. D'accord. Un contexte qui met un peu en forme la manière dont on s'est rencontrés, ou du moins la première fois dont j'ai entendu parler de toi. D'accord. Pour ceux qui nous écoutent, moi j'ai le souvenir, quand j'étais plus jeune, d'avoir vu des publicités des maîtres barbiers passer sur mon téléphone. J'étais pas encore dans le marketing digital. Et je me suis dit, un jour je vais devenir tellement bon en marketing que ce gars-là aura besoin de mes services. Eh ben, c'est fait. Et là, aujourd'hui, on est quoi, 3-4 ans après? Ouais, c'est ça, ouais. 4 ans. Et finalement, on en a reparlé il y a pas longtemps. Exact. Yann Damour, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore eu la chance de te rencontrer, qui es-tu? Alors, c'est un vaste sujet, même pour moi-même. Mais bon, on n'a pas fini de découvrir tous les jours qui on est. Écoute, je suis déjà un entrepreneur dans l'âme. J'aime créer des choses. Déjà, de par mon métier, je suis barbier, je suis autant un artiste qu'un entrepreneur. Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais... voilà, un jour tu serais en train de travailler pour les maîtres barbiers pour l'image, tout ça. Voilà, du coup, je suis super enchanté de travailler avec toi aujourd'hui. Plaisir à partager. Voilà, aujourd'hui j'ai monté aussi une agence qui s'appelle Adnity. Tu es aussi indépendant de ton côté, mais on travaille aussi en collaboration pour l'agence. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai une carrière un peu transversale. J'ai toujours eu en moi une sorte de feu, en fait, d'être utile à la société. J'ai choisi ma voie dans mes études comme ça. Au lycée, je faisais de l'économie et sociale. J'avais déjà cette fibre entrepreneuriale, je voulais créer des choses. Mais moi, je suis plutôt un personnage, je dis bien le mot personnage, parce que j'ai besoin d'allier mon cerveau et mes mains. Voilà, parce que pour moi, la créativité, l'un ne va pas sans l'autre. On peut très bien être créatif différemment, en tout cas en mon sens pour moi-même, dans l'application de ma vie tous les jours, c'est ça. Je suis devenu coiffeur en fait et barbier comment par l'expérience des choses, en observant les choses dans ma vie. J'ai voulu être coiffeur parce que j'ai observé mon coiffeur quand j'étais au lycée. Et je trouvais que les gens ressortaient avec le sourire tous les jours. Et pour moi, coiffeur, c'était coiffeur marchand de bonheur. Et j'avais une aspiration au voyage parce qu'à l'époque où je faisais mes études au lycée, j'étais en train de passer mon bac et je voulais être pilote d'avion. Donc il y avait déjà cette aspiration au voyage. Et en posant la question à mon coiffeur, pourquoi tu as fait ce métier? Le mec, c'était un véritable passionné, il m'a parlé de son métier, on aurait dit un véritable voyage. Et donc il y a déjà cette part de voyage. Donc ça a titillé ma curiosité. Et là, un jour, il me sort une phrase, il me dit, écoute Yann, avec des ciseaux dans les mains, en étant coiffeur français, tu auras toujours du travail dans le monde. Alors là, ça fait tilt. Je me dis, mon Dieu, là, j'ai quoi dans les mains? J'ai un métier qui est ultra valorisé en tant que Français dans le monde. C'est exactement reconnu dans l'artisanat comme étant, je sais pas moi, cuisinier, par exemple. C'est le meilleur exemple à mon sens. Et en plus, je pourrais voyager. Et j'aurais toujours quelqu'un à coiffer, parce que les cheveux, ça pousse. C'est clair. À moi d'avoir un bon talent. Et de là, en fait, je décide d'arrêter le lycée. Et je pars, en fait, sans dire à mes parents. Je cherche un maître d'apprentissage, je me renseigne, je vais au CFA de Saint-Pierre. Je trouve tout. Mon coiffeur accepte d'être mon maître d'apprentissage. C'est à lui à qui je dois tout mon savoir-faire aujourd'hui. Franchement, ce mec, et sa femme d'ailleurs, Catherine, Olivier et Catherine, ils sont toujours là. Ça fait 20 ans plus de 20 ans qu'ils sont à La Réunion. Et on est toujours copains. Et voilà, du coup, je rentre chez moi le soir, j'annonce à mes parents. Alors, mes parents, mon père, c'est un homme de lettres. C'est quelqu'un de très cartésien. Il me dit, c'est les études, tout ça. Un peu choqué. Il me dit, ouais, t'as pas de rigueur, mon fils, jamais. Nanana. Bon, moi, très sûr de mes moyens. Je dis, non, papa, t'inquiète pas, tu te trompes. Bon, l'histoire a fait que mon père s'est trompé de manière positive, c'est bien. Il est très heureux. Ma mère, ancienne coiffeuse, n'y croyait pas. Elle me dit, t'as pas de rigueur, mon fils. Par contre, elle me met au défi. En plus, elle était ancienne coiffeuse, donc elle était déjà dans le domaine. C'est ça. Donc, il y avait peut-être un truc transgénérationnel quelque part. Et là, moi, je sors une grande phrase à mes parents. Je dis, ça se trouve, un jour, je gagnerai plus d'argent que vous. Très modestement. Voilà, très modestement. Du haut de mes 15 ans, 14-15 ans, là. Et ils me disent, c'est tout ce qu'on te souhaite, mon fils, mais par contre, est-ce que tu as trouvé tout ce qu'il fallait? Alors, je leur dis oui. Donc, du coup, ils m'encouragent. Donc, j'ai quand même eu les encouragements de mes parents. Voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un socle familial qui y croit quand même. Aujourd'hui, ils y croient toujours. Hein. Ils sont contents. Et voilà. Et du coup, c'est mon départ pour Paris.
Donc je décide un jour de partir à Paris après avoir passé mes deux diplômes, mon CAP et mon BP. Et là, j'ai à mes parents, je pense que mon avenir se joue pas à La Réunion. S'il faut que que je prenne du galon, il faut que je parte. Et je leur ai donné mon plan d'action. J'avais déjà un plan d'action. Je savais ce que je voulais faire. En fait, c'est ça, je pense, l'entrepreneuriat. C'est aussi avoir une vision sur le long terme. C'est la clé. C'est pas un compte rapide, c'est un compte long. Il faut être patient. Surtout dans les métiers artisanaux comme ça, la formation, c'est quelque chose qui se fait vraiment par l'expérience. Et je parle du bon comme du mauvais. On y reviendra après. Mais ça a trait à la résilience. C'est important pour moi d'en parler. Surtout dans une période, dans une conjoncture économique dans laquelle on est en ce moment, il est important de le souligner. Et c'est pour ça que c'est important de le dire après. Donc je pars à Paris. Je leur dis, voilà, j'ai un plan d'action, je veux travailler dans l'artistique. Moi, je vais faire coiffeur sur les plateaux télé. Je veux travailler dans la mode. Moi, c'est le luxe. Ok, mon fils, tu pars. Ma mère se démerde, elle me paye mon billet. Moi, j'y vais, j'ai 100 € dans la poche. Je vais chez une tante qui habite dans l'Oise. Voilà, c'est pas à côté de Paris quand même. Voilà, donc je le fais. Elle me dit, moi, je suis pas à l'hôtel. Elle me met au défi. Elle me dit, tu trouves ton appart en 3 semaines. Je lui donne 3 semaines. Appart et taf. Je l'ai fait. Du coup, je trouve un appart, mon premier appart à Paris. Et là, l'histoire commence. Petite parenthèse dans le storytelling, là, dans mon histoire, je n'ai été que 4-5 ans en tant qu'employé. Ok. Voilà. Le reste de mon parcours, sur une vingtaine d'années, aujourd'hui bientôt 24, c'est que l'entrepreneuriat, c'est que ça. C'est que du travailleur indépendant. Je n'ai jamais voulu avoir de salaire. Je voulais faire mon propre salaire. Je voulais vivre du fruit de mon travail, tout simplement. Et participer à l'effort collectif. Voilà, faut comprendre ça. C'est qu'on est aussi acteur, même au petit grand degré, tout ce qui est au milieu, on est acteur de la société. Ça, il faut bien le comprendre. Quand on est entrepreneur, ça, c'est le leitmotiv qu'il faut jamais oublier. Parce que c'est ça, en tout cas, moi, c'était ma boussole pour ma quête de sens dans tout mon parcours. Donc, je fais ce que j'ai à faire en salon. Je deviens aussi manager à un moment donné d'une équipe pour une petite chaîne en région parisienne. De là, je décide de partir chez Toni & Guy, de refaire ma formation. Donc, Toni & Guy qui avait une image de coupe un peu déstructurée, tout ça. Et ben, force est de constater que c'est l'inverse qui s'y passe dans la formation. C'est de la précision avant tout. Donc, j'avais 9 ou 11 coupes à préparer en fonction du book qu'ils avaient en formation. C'était des cours du soir, après le boulot. Donc, nous, on travaillait de 10h à 20h. Et de 20h30 à des fois minuit, 1h du matin, on était en train de bosser. Il fallait caster ses propres modèles dans la rue. On n'avait pas d'autre choix, parce que si on ne ramenait pas un modèle, ça veut dire qu'on n'avait pas de pouvoir de conviction. Donc déjà, j'avais des bases solides par rapport à l'entrepreneuriat pour convaincre de mes talents, de mon produit, de ce que je vendais. Et à ce moment-là, tu étais déjà indépendant ou tu étais encore dans le salariat ? Là, j'étais encore dans le salariat. Et j'étais en train je me rendais pas compte à cette époque-là que j'étais en train de poser les jalons pour l'entrepreneuriat. Donc Toni & Guy, c'était vraiment un déclic. Parce que la philosophie de Toni & Guy, qu'est-ce que c'était ? C'était de se préparer sur des bases solides, de maîtriser ses classiques et il fallait d'abord comprendre ce qu'on faisait avant de savoir le faire. Ok, ouais. C'était la précision avant tout, avant la déconstruction. C'était ça, le leitmotiv. Et l'idée, c'est que chez eux, il y avait plusieurs grades. Il y en avait 5. Il y avait stylist, top stylist, art director, creative director. Il y en a un au passage que j'ai oublié, je ne sais plus, bref. Mais l'idée, c'est que quand on atteignait en fait, le 3e ou le 4e grade, on allait ouvrir des salons. Okay. Sous la marque... Ouais, c'est ça. Donc, il y avait plusieurs entités chez Toni & Guy, mais l'entité suprême, c'était quand même d'ouvrir un salon de Toni & Guy. Et donc, on nous formait à ça en tant qu'art director. Ok. Voilà. Donc, il y avait ce côté où on nous expliquait, oui, ok, vous allez gagner plus d'argent en termes de salaire en montant dans les échelons, en montant de grade. Mais l'idée, c'est d'ouvrir des salons après, d'être partie prenante, en fait, du destin, en fait, de la marque. Et est-ce que tu as eu le temps d'ouvrir un salon avant de quitter ? Non, j'ai pas eu le temps. Parce qu'on a la fougue de la jeunesse, on a une temporalité qui n'est pas la même quand on a la vingtaine et quand on a la trentaine ou 40 ans. Voilà. Mais par contre, c'était un super tremplin parce que du coup, j'ai pu avoir plein de réseaux, plein de connaissances, parce qu'il y a quand même des gens qui faisaient partie en fait de la haute société je peux dire ça, enfin, du gratin parisien, voilà, donc ils venaient en fait dans nos salons parce qu'on avait des tarifications qui étaient bien plus élevées que la moyenne. On était déjà dans le luxe. On était rue Saint-Honoré.
Ok. Donc voilà, et donc forcément, rue Saint-Honoré, c'est là où on a tous les grands magasins, les plus chics, etc. Donc il y avait des gens en fait qui venaient là et qui faisaient leurs emplettes au même moment. Donc ça me permet de construire en même temps, en parallèle, mon portefeuille plus tard, de rencontrer des gens pour aller dans la mode. Et c'est comme ça que j'y suis arrivé. Donc je décide de quitter Tony & Guy et là je me lance en auto-entrepreneur. Donc je vais frapper à la porte des agences. Je dis voilà, je suis là, je n'ai pas de book, mais je suis en train de le construire. Mais par contre j'ai du talent, je sais parler 3 langues. Donc voilà. Ce qu'il faut. Exactement. Est-ce que ton expérience dans le luxe t'a aidé pour la suite? Je suppose que la réponse est oui. Ouais. Et comment surtout? Qu'est-ce que ça t'a appris? Le luxe, qu'est-ce que c'est? En France, le luxe, ce n'est que de l'artisanat. Ok. Les gens oublient ça. L'artisanat, c'est de la précision. Quand on veut faire de la précision, forcément, on tombe dans le luxe. Qu'est-ce que le luxe m'a apporté? Le luxe m'a apporté le goût du travail bien fait et le goût de la précision. Et du coup, là-dedans, naît un troisième truc, c'est le défi toujours de s'améliorer. Voilà ce que m'a appris le luxe. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi. Alors, pourquoi ancré? Parce que c'est par la répétition, qui permet en fait d'inscrire en soi-même quelque chose de qualitatif éternellement. Parce que si on est toujours dans une quête de perfection, on est toujours dans une quête pour s'améliorer. Voilà ce que m'a appris le luxe. Donc en fait, en faisant, parce que du coup je pense que c'est lié, tu fais peut-être moins de volume, Oui. parce que tu prends plus de temps à mieux faire certaines choses, Oui. ce qui t'amène du coup à améliorer ta qualité de service. Exactement. Donc des clients plus satisfaits, Tout à fait. donc tu peux te permettre d'avoir des tarifs qui sont un petit peu plus supérieurs, voire beaucoup plus Exactement. que la moyenne. C'est ça. Ok. On a par exemple dans la mode, quand on va acheter un vêtement, c'est un numéro de série, Mhm. c'est le sien, il est unique, du coup on en prend soin, et puis parce que le produit il est manufacturé, donc on vient acheter quelque chose en fait où la personne a pris du temps pour le faire. Donc c'est une expérience que va vivre le client. À partir du moment où on passe la porte d'une boutique, d'une grande marque, et quand on ressort, on a vécu forcément une expérience. Parce qu'il y a aussi ce petit soin, il y a aussi cette attention. On a besoin de se sentir exceptionnel. Rien que de par le produit, parce qu'il est unique, parce que chaque chose qui est faite à la main est forcément unique. Voilà. Mais encore plus de l'expérience qu'on a vécue à l'intérieur de la boutique et du souvenir qu'on va garder. Et c'est ça la clé, c'est le souvenir. Si tous ces ingrédients-là sont réunis, on a un bon souvenir, on reviendra. Un bon client satisfait qui parle de toi, qui devient ambassadeur de la marque. Il n'y a pas mieux, exactement. Le client, je vais reprendre tes mots, le client satisfait, il devient forcément ambassadeur de ta marque. Toi, en tant que barbier, du coup, pour remettre dans le contexte, tu as lancé les Maîtres Barbiers il y a combien de temps? Il y a 4 ans, en 2019. Comment est-ce que tu... Parce que toi, tu as décidé de te placer dans cette fourchette-là, c'est-à-dire d'être dans le luxe. Enfin, je ne sais pas si on peut considérer ça comme du luxe. Oui, c'est du luxe. Alors, en termes de tarification, si on met ça par rapport à la Réunion, ça pourrait l'être. Mais en mon sens, si on met ça sur le tissu économique parisien dans mon domaine, non. Ok, je comprends. Comment, toi, dans ton domaine, tu as réfléchi pour, du coup, améliorer l'expérience de ton client? Alors, c'est simple. On ne peut pas connaître les désirs d'un client si on n'apprend pas à le connaître. Donc, tout ça, c'est par la fidélisation, en discutant avec le client et même en lui posant directement des questions, en demandant, voilà, toi, tu verrais comment la chose s'améliorer qu'est-ce que tu attendrais en fait d'une expérience client qui évoluerait vers le haut chez les maîtres barbiers? Ça, faut y être sensible. Voilà. Être sensible aux attentes du client, sans tomber dans le caprice, bien sûr, hein, mais dans ce qui est réalisable, c'est hyper important. Et comment tu l'as fait avant même que ton salon soit ouvert? Parce que du coup, tu n'as pas commencé directement comme ça. Quand tu t'es lancé, tu as mis en avant l'image des maîtres barbiers. Il fallait que tu aies déjà un positionnement. Alors, pour avoir ce positionnement-là, je suis allé moi-même me mettre en immersion à l'intérieur du tissu économique existant pour en faire l'expérience. Et tu veux dire en tant que client, en tant que prestataire? En tant que coiffeur. Coiffeur, Je suis allé me mettre en tant que salarié dans les barbershops de La Réunion. Ok. De là, j'ai vu des clients qui me disaient « À quand un salon comme le mien ?» Ok. Et c'est là que j'ai compris. Je me suis dit, en fait, il y a une vraie demande ici. C'est juste qu'il y a un standard qui a été mis en place par des personnes qui avaient une idée du métier. Et du coup, ces salons se sont multipliés. Or, il y a une clientèle qui est aspirée à mieux. La preuve en est.
Et c'est comme ça que j'ai fait. Donc en me mettant en immersion, en travaillant en tant qu'employé, dans le tissu économique, dans mon métier. Ok. De toute façon, il n'y a pas alors j'allais dire de bien ou de moins bien, mais c'est surtout, toi, le segment client que tu attaques n'est pas le même que d'autres, ce qui est logique, parce que du coup, vous n'avez pas la même, vous attaquez pas le même marché, enfin du moins le même marché, mais pas le même segment. Non. Il y avait un sujet que je voulais aborder avec toi, puisque là, en plus, on va le voir en vidéo, vu que c'est filmé. Il y a un aspect sur lequel tu joues beaucoup, c'est le personal branding, que tu connais bien, puisque je ne t'ai jamais vu habillé autrement qu'aussi bien habillé. J'ai l'impression que tous les jours, tu es sur ton 31. C'est vrai. C'est pas quelque chose de commun dans tous les business, que ce soit de la prestation de service ou du produit. Maintenant, vu ton expérience en métropole, etc., je pense que ça joue aussi. Quelle place ça prend et pourquoi toi, c'est aussi important pour toi? Puisque là, on en parle, il y a toi, mais il y a aussi les gens avec qui tu as eu l'occasion de travailler, ou ceux avec qui tu travailles aujourd'hui, qui adoptent aussi cette manière-là. Pourquoi c'est important? Est-ce que ça fait partie de l'expérience client? Alors oui, ça fait partie de l'expérience client, mais ça touche aussi au respect qu'on a par rapport au client. Déjà, chez les maîtres barbiers, on est, avec mon collaborateur Will, on est passionné par ce qu'on appelle le sartorial. Donc le sartorial, voilà, c'est encore une fois, c'est de l'artisanat, c'est souvent du sur-mesure ou de la demi-mesure ou du prêt-à-porter. Alors, ce que je fais moi chez les maîtres barbiers, c'est du sur-mesure aussi. On ne peut pas respecter un client si on ne se respecte pas soi-même. C'est vrai. Voilà. Donc déjà, bien s'habiller, c'est déjà aussi respecter son client. Mais d'ailleurs, je me respecte déjà moi aussi d'abord. Parce que ce sont mes critères de goût que j'expose déjà. Donc c'est déjà une première manière de communiquer. On ne peut pas afficher un lieu aussi prestigieux, avoir un bon branding et un personal branding qui ne va pas avec. Il faut que ce soit coordonné. Et ensuite, après, si on a le service escompté derrière par rapport au prix qu'on a payé, là, on a réuni tous les ingrédients. Donc là, on a un personal branding et un branding qui est nickel. Voilà. Alors pourquoi aussi être bien habillé? Je suis toujours sur mon 31 parce que déjà j'aime ça. J'adore ça. C'est déjà un bon point. Voilà, j'aime ça. Et c'est aussi en fait le reflet de ce que je vais mettre dans une prestation chez les maîtres barbiers. Parce que si je suis comme ça, c'est aussi déjà le reflet de ma personnalité. Premièrement, je n'oblige jamais à quelqu'un chez moi, un collaborateur, à se calquer à l'identique sur la même manière d'habiller. Lui, il va avoir son interprétation dans le sartorial. C'est très bien ainsi, parce que c'est l'expression même de sa personnalité. C'est ce que les gens vont voir. Et ensuite, c'est le reflet de ses goûts personnels. Donc, le raffinement amène forcément un raffinement au résultat sur le client. Je comprends. En fait, tout est lié, parce que même tu travailles sur l'image des gens, tu embellis les gens, donc forcément, tu dois être ton premier client. Tout à fait. En tout cas, moi, personnellement, quand je vais chez le coiffeur, je me dis... Il faut déjà que la personne soit capable de prendre soin d'elle avant de prendre soin des autres. Mais après, c'est comme ça dans beaucoup de domaines. C'est exactement ça. Là, t'as très bien résumé la litanie que je viens de faire. Des fois, d'essayer de voir si on a bien compris l'ensemble du sujet. Est-ce que c'est comme ça depuis le début? Depuis ton lancement? Non, ça n'a pas été comme ça. Ça n'a pas été comme ça depuis le début parce que j'ai dû m'adapter au marché réunionnais. Il ne faut pas être violent dans sa manière de s'implanter. Ok. Voilà. Moi, j'ai démarré, par exemple, au niveau tarification. À Saint-Pierre, on était sur la coupe à 18 €. Qui est prix moyen. Ouais, voilà, c'était un prix moyen. J'étais légèrement au-dessus, en fait, des barbershops standards, de ceux qui font de la mass market. Voilà, ce qui n'est pas un terme péjoratif d'ailleurs, c'est juste le segment dans lequel ils sont. Et du coup, j'ai dû m'adapter aussi à mon marché. Donc, progressivement, j'en suis venu en fait à ce niveau d'exigence et à ce niveau de qualité. Il y avait déjà de la prestation de qualité, mais pour le prix escompté, je ne pouvais pas tout déballer. Et puis même, c'est aussi laisser un petit peu de part de mystère pour ce qu'on peut faire après dans l'avenir. Donc j'ai démarré en fonction de ce que j'avais, comment dire ça, ce que j'avais à disposition pour m'implanter progressivement et atteindre ce niveau-là, petit à petit, dans le tissu économique réunionnais. Faut pas brusquer les gens. Sinon, on va avoir... Ça, c'est aussi un retour que tu as eu, du coup, sur tes débuts. C'est-à-dire que même les clients, tu as senti qu'ils étaient plus aptes à te découvrir et venir régulièrement s'ils venaient progressivement découvrir tes... C'est ça. Parce qu'en fait, ça pose tout de suite les jalons de quelque chose qui est élitiste. Admettons que là, je serais arrivé aujourd'hui avec mon niveau de tarification, les gens auraient pris ça comme une gifle, en fait, à la figure. Et c'est pas bien, c'est pas l'idée. Parce que tout ça, ça ne peut pas exister si on n'a pas
La population réunionnaise. Si les gens ne sont pas là pour venir passer un bon moment chez les maîtres barbiers, eh ben, ça n'existe pas. Donc, on peut pas être agressif comme ça. Parce que la population n'a pas cette idée de ce que ça peut représenter l'entrepreneuriat. D'arriver de manière agressive, et je dis bien agressif comme ça, s'il y a le niveau de tarification d'aujourd'hui il y a 4 ans, je pense pas que j'aurais eu les résultats d'aujourd'hui. Je comprends. Pour donner un comparatif aujourd'hui aux gens, ta prestation de service que tu proposais à 18 € a évolué pour arriver au top de la qualité à laquelle tu es aujourd'hui. Mais là, le panier moyen aujourd'hui actuellement, c'est Le panier moyen chez moi, il est à 80 €. Ouais. Et avant, le panier moyen, il était aux alentours de 20 €. Voilà. Et ta prestation a évolué avec. C'est-à-dire que tu es devenu encore plus spécialisé, comme tu disais, tu maîtrises de mieux en mieux ton art aussi. C'est ça. Exactement, parce qu'après, entre-temps, il y a eu de la formation aussi personnelle pour pouvoir upgrader, pour pouvoir justement continuer à proposer du service d'excellence en fait à la clientèle. Donc ça, on se doit de le faire parce que c'est un métier artistique, ce qui évolue constamment. Aujourd'hui, on a le digital qui est là, donc tout le monde expose exactement ce qu'il fait, sans forcément trop montrer dans le détail, mais il y a le niveau qui s'élève petit à petit. Et donc, il faut aussi pouvoir continuer justement à offrir le meilleur des services à ses clients. Je comprends. On en discutait il n'y a pas longtemps. Ce qui est fou aussi dans ton métier, c'est que toi, du coup, tu es amené à rencontrer beaucoup de monde. Ouais. Et finalement, c'est peut-être l'un des métiers les plus simples à récolter des informations sur tes clients pour améliorer la qualité de ton service. C'est ça. En fait, un fauteuil de barbier, c'est le meilleur laboratoire de ce que c'est que une société. Voilà, c'est génial parce qu'on a un panel de tout genre, de toute personne et toute classes de catégories sociales confondues. Voilà, donc j'ai de tout, donc du millionnaire au gars qui est simple employé, voilà, tout simplement. Et chacun est logé à la même enseigne ici. Et du coup, je peux discuter avec ces gens-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi parler à n'importe qui, à tout le monde. Et je pense que c'est ça aussi la clé. La clé, c'est ça, c'est savoir aussi parler à tout le monde. Et voilà, donc oui, j'ai un bon laboratoire, donc je vois de tout. Mais c'est bien parce que du coup, sur l'aspect business, ça te permet plus facilement d'adapter et d'améliorer. Oui. Tu as dit, tu as 4 ans d'expérience maintenant, c'est ça? 4 à 5 ans depuis, enfin, quand je dis d'expérience, c'est d'ouverture de salon où tu es... oui. C'est ça, où tu as lancé. Dans ce voyage-là, qu'est-ce que tu aurais fait différemment maintenant que tu sais ce que ça fait d'ouvrir un salon et de le tenir pendant 4 ans? J'aurais fait plein de choses différemment. Plein de choses différemment, ouais. J'aurais choisi de faire moins de chiffre d'affaires et plus de marge. Première chose. Oui, ok. Beaucoup de gens font l'impasse là-dessus. Ouais, ils voient que le chiffre d'affaires. Ils disent, je fais un putain de chiffre d'affaires. Voilà, ça va être magnifique. Mais pour si peu de marge, il faut bien comprendre une chose. Ce qui va rester à la fin de ton bilan, c'est ton résultat. Et c'est ce résultat qui compte. Donc, on peut faire 2 millions de chiffre d'affaires et 40 000 € de bénéfice. C'est pas beaucoup. C'est clair, sur 2 millions, oui. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je suis passé par des chemins qui m'ont été bénéfiques. Et je suis très content d'être passé par là parce que du coup, j'ai compris ça. Mais du coup, des mauvaises expériences. Ouais, mais que je dirais bonnes, parce que la meilleure école de la vie, dans l'entrepreneuriat, même dans la vie en général, autant dans l'entrepreneuriat que dans la vie générale, de se casser la figure, c'est bien. Il faut se péter la gueule, quoi. Moi, j'ai envie de dire à tout le monde, mais pétez-vous la gueule et soyez contents, mais vraiment, parce que si vous êtes capable de mettre la tête dans le sac à caca et de vous dire, mais qu'est-ce qui pue autant, qu'est-ce que je peux faire pour régler le problème, mais vous allez vite trouver, parce que c'est votre bébé. Et c'est ce qui vous nourrit. Donc, si vous ne vous levez pas le matin et que vous ne vous dites pas, putain, mais là, il faut remonter la pente, c'est un compte long. Donc, je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est un compte long. Il ne faut pas être pressé. Donc, prenez le temps de réfléchir, mettez-vous des plans d'action. Il y en a qui vont vous dire, il ne faut pas de plan B, il ne faut pas de plan C. Vaut mieux en avoir quand même. Voilà. Mais dites-vous que dans tous les cas, ces plans-là, il va falloir les revoir parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un élément qui va venir changer vos plans. Et il faut être content parce que vous dire, bon, écoutez, c'est pas grave, bon, c'est bon. Alors, on regarde comment on peut faire, quelle solution s'offre à moi. Bon, ok, c'est comme ça, je l'accepte. Bon, il faut accepter les choses et savoir s'en servir pour qu'on ressorte vers le haut. Voilà. Ce que je n'aurais pas fait d'autre encore aussi, c'est pareil, c'est de faire confiance aux mauvaises personnes et facilement, en fait. Voilà. Il y a des partenaires qui vont être des partenaires et d'autres pas. D'autres qui vont être des partenaires circonstances et d'autres pas.
C'est de se dire qu'on est le seul capitaine de son bateau et qu'on est le seul, en fait, à prendre les bonnes décisions. Personne sera là pour vous dire et personne n'aura la meilleure réponse. La réponse, elle est en toi, elle est en moi, voilà, ça marche comme ça. Personne d'extérieur ne vivra les choses comme toi et moi. Parce qu'on est forcément impliqué personnellement, c'est notre bébé. On peut faire ce qu'on veut, on a peut-être une personne morale, une personne physique, mais quand c'est ton bébé, c'est ton bébé. Voilà. Des fois, il faut aussi se dire, bon, ben merde, j'ai merdé, quoi. Et je pense que les plus belles expériences, c'est quand je me suis dit ça. Bon, ok, j'ai merdé. Alors, où est-ce que j'ai merdé? Comment est-ce que je peux faire pour faire mieux? Ok, est-ce que le résultat, ça va mieux? Ah ouais, ça marche. Ah ouais, ça va mieux. Ah ben, on va peut-être continuer. Du coup, une idée en entraîne une autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Prendre un trop gros local pour faire grand tout de suite. Non, ça c'est l'erreur qu'on veut tous faire, lever des fonds, les millions, on va faire péter la baraque. Oui, bien sûr, mais ce qu'on ne sait pas, surtout en mode start-up quand on démarre, ça c'est l'expérience qui fait la différence, c'est de se dire, on va pas être rentable. Si on part en mode start-up, on ne sera pas rentable, c'est sûr et certain. Par contre, il faut être sur son coup. Moi, j'ai fait un peu j'ai fait plus ou moins ce cursus-là à 70%, et ça a fonctionné. Mais au prix de beaucoup de choses que j'aurais pu m'épargner. Ensuite, c'est vouloir prendre beaucoup de masse salariale tout de suite et de se dire, de toute façon, ils vont me rapporter de l'argent. Ouais, mais le coût du travail en France coûte cher. Donc, vaut mieux démarrer petit, grossir petit à petit, et de se dire, c'est pas grave, je vais y arriver, mais par contre, ma marge, elle monte. Faire les choses par étapes plutôt que viser gros tout de suite. Exactement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Trop donner à n'importe qui, n'importe comment, parce que le temps, c'est de l'argent. Alors là, on touche un sujet sensible parce que bon, là, je vois venir les haters. Ouais, le temps c'est de l'argent, tout de suite l'argent. Non, mais c'est pas une histoire d'argent là. Là, c'est une histoire d'accorder son temps à des gens qui n'en valent pas la peine. Et c'est ça l'idée, c'est que le temps ça se rattrape pas, le temps ça ne se rembourse pas. De mettre même une idée en action dans sa tête avant que ce soit monétisé, on le paye avec une première monnaie qui s'appelle le temps. Ça, c'est ce que j'ai découvert aux États-Unis pendant 3 ans en ayant vécu. Voilà, quand on parle avec un gars qui a réussi là-bas, il vous dira ça. Ne donne pas ton temps à n'importe qui. Ça se rattrape pas. Voilà, donc j'aurais moins perdu mon temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. Et j'aurais perdu moins d'argent, au passage. Mais justement, tu vois, tu parles de beaucoup de décisions que tu aurais pu prendre. Ouais. Mais comment, toi, aujourd'hui, tu sais qu'une décision est meilleure qu'une autre? Ah, ben ça, c'est l'expérience qui me prouve le contraire. Et puis, il faut aussi avoir une force de conviction et de savoir... Souvent, je vais faire une petite pause 2 minutes, mais je vais faire un parallèle avec ce qu'on voit sur Internet. Souvent, en fait, les mecs qui font de la motivation sur Internet ou sur les réseaux sociaux, ils vont vous dire, ouais, voilà, la clé, c'est les bonnes décisions, etc., machin. Mais ils vous parlent pas de la personnalité. Une bonne personnalité de savoir qui on est et d'être sûr de ses propres choix, c'est ça la clé. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. C'est déjà être stable émotionnellement, parce qu'on gère beaucoup plus de problèmes stressants que les autres. C'est surtout ne pas faire ressentir à son équipe et encore moins en fait à vos gens avec qui on vit. Malgré qu'on soit des êtres humains, il faut en parler, mais tout ça se tient dans une bonne prise de décision par un bon équilibre émotionnel. Et pour ça, il faut être bien entouré. Donc l'entourage compte énormément. Quand tu parles de l'entourage, est-ce que tu parles uniquement de la famille ou d'autres cercles que tu crées juste pour... Tout est important. Je dis pas de se mettre tout le monde à dos et de leur tourner le dos. Non, c'est pas ça. C'est que faut s'entourer de gens qui sont capables de vous comprendre. Qui soient pas là en train de vous donner mais yaka. Des yaka, on s'en fout, avec des si on refait le monde. Parce que des yaka, on se le dit déjà seulement en tant qu'entrepreneur. Hein. Et si. Bon, on n'attend pas ça de son entourage. Ce qu'on attend de son entourage, c'est ok, je comprends. Je peux pas t'aider financièrement. De toute façon, ça, on s'en bat les couilles. Hein. Moi, je n'ai pas envie qu'on m'aide financièrement. Moi, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une idée, un mot va suffire pour m'aider. Et c'est ça le bon entourage. Quelqu'un qui vous tire vers le haut. Ouais, c'est vrai, Yann, machin, je suis pas entrepreneur, mais par contre, moi, à ta place où on l'était entrepreneur, j'aurais peut-être fait ça comme ça. Arrête-moi si je me trompe. Ça va provoquer un débat et ça va peut-être susciter des questions en moi et ouvrir une porte.
Des critiques qui sont constructives. Exactement, c'est ça. Mais c'est la base d'une personnalité forte, ça. Il faut déjà être bien ancré soi-même. Voilà. L'entrepreneuriat ne résoudra pas un problème psychologique. Dans ce cas-là, il faut se faire accompagner. Même moi, j'ai fait l'expérience. J'ai fait 2 burn-out. J'ai pris une psychologue clinicienne spécialisée là-dedans qui est d'ailleurs devenue ma coach. Et ça m'aide. Donc moi, 1 fois par mois maintenant, on a réduit les séances. Avant, c'était 1 fois par semaine. Avant, c'était même plusieurs fois. Bah, ça m'a permis d'être stable émotionnellement pour pouvoir gérer mes propres problèmes. Ça, c'était déjà où tu avais déjà lancé ton entreprise. Ouais. C'était le poids que tu avais sur tes épaules de gérer tout ça. C'est ça. Alors, c'est venu avant aussi. Donc, à Paris, où j'ai fait aussi un cursus comme ça, où je me suis fait psychanalyser pendant 7 ans. Voilà. C'était très important parce que émotionnellement, on ne peut pas interagir correctement avec la foultitude de personnalités si soi-même on n'est pas stable. Et ça, alors c'était le burn-out qui t'a fait en rendre compte ou bien tu savais que tu devais travailler là-dessus avant? Alors, je savais que je devais travailler là-dessus. C'était aussi pour ça que je suis parti à Paris, parce que je me suis lancé dans le grand bain. Et il a fallu que je me confronte en fait à d'autres talents pour pouvoir moi-même upgrader. Et encore, c'est venu après, une fois que j'ai ouvert les maîtres barbiers et en étant confronté à d'autres problématiques émotionnelles, psychologiques auxquelles j'avais jamais été confronté. Il a fallu que j'instaure la paix dans tout ça. Voilà. C'est un élément important du monde du business, être mentalement stable, si c'est le terme que je peux utiliser, mais être au moins tranquille et savoir gérer ses émotions. C'est ça, il faut savoir gérer ses émotions, il faut savoir savoir prendre de la hauteur, beaucoup de prise de hauteur. Des choses, des fois, sur le coup de l'émotion, peuvent nous paraître super compliquées, mon Dieu, machin, mais qu'est-ce que c'est la merde, tout va mal, il y a le feu à la maison. En fait, si on prend un peu de hauteur, on revient 24 heures après, on regarde, on prend un peu de hauteur, on va prendre un verre avec un pote, ou on va se mettre un peu dans la nature, on va prendre un petit peu de dose de vitamine D au soleil, à la Réunion, on est gâté, les choses vont mieux. Voilà, parce que l'émotion, ça fait agir en fait au niveau, comment dire ça, sous le coup de l'émotion, on devient, comment dire ça, on va prendre des décisions de manière impulsive. Voilà, chercher le mot impulsive. L'impulsivité, ça peut être bon à un certain moment parce que ça pousse à l'action tout de suite, parce qu'on est vraiment au bord du précipice, mais 3/4 du temps, on prend les mauvaises décisions. Et pour ça, il faut être stable émotionnellement. Il faut se connaître. Alors, tu as eu comme tu dis, des moments de haut, des moments de bas. Là, on est en train de parler des moments de bas, justement. Ça fait une bonne transition sur un sujet que je voulais aborder avec toi, parce qu'on en a eu l'occasion d'en discuter. Ça n'a pas été tout rose depuis que tu as lancé ton entreprise. Non. Alors qu'on pourrait dire, oui, quand tu travailles dans le monde du luxe ou du haut de gamme, à partir du moment où tu as ta clientèle, ça se passe bien. Pour resituer l'évolution des maîtres barbiers, tu as lancé ton entreprise, tu t'es développé, tu as ouvert 2 salons. Donc à l'île de la Réunion, il y en avait 2, un dans le nord, un dans le sud. Actuellement, on est dans celui du nord. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te remercier de nous accorder la chance de pouvoir filmer dans ton salon aujourd'hui. Ah bah c'est moi qui te remercie. Qu'est-ce qui s'est passé puisqu'aujourd'hui, tu n'as plus qu'un salon? Alors, déjà, on va se faire la chronologie. J'ai démarré le montage des maîtres barbiers, on va dire, 3-4 mois avant la crise des Gilets jaunes en 2018, ce qui n'a fait que retarder mon projet. Et du coup, l'ouverture devait se faire en décembre. Patatras, Gilets jaunes à La Réunion. Du coup, on ouvre qu'en août 2019. Donc ça a bien retardé, ça a grignoté la trésorerie de départ que j'avais mis de côté dans mon financement. Donc du coup, on démarre comme ça. On démarre, ça se passe bien, ça cartonne dès le départ, mais derrière, on se retape l'année d'après, au mois de mars, Covid. Donc Covid, donc là, moi, j'avais pas forcément une trésorerie, parce qu'une trésorerie, ça se construit sur une année minimum, voire plusieurs années, hein, voilà, faut pas se leurrer. Donc j'étais la petite semaine, comme tout le monde. Et patatras, arriva le Covid. Arrive le Covid, on sort de confinement. Mon équipe première qui était là me dit très honnêtement, écoute Yann, ça fait une semaine qu'on travaille, on était bien chez nous, on n'a plus envie. Bon, au moins ils ont eu l'honnêteté de me le dire, mais bon, ils ont fait un abandon de poste un samedi, mais c'est pas grave. Donc j'ai assumé, et puis je me suis reconstruit une équipe au bout d'une semaine, 15 jours. Et donc, l'année d'après, constatant qu'à Saint-Pierre, en fait, on avait 50% de la clientèle le vendredi et le samedi qui venait de Saint-Denis. Et puis il me demandait, mais à quand un maître barbier dans le Nord? Du coup, j'entame les prospections entre décembre et février pour trouver un local. Donc je trouve ce local ici, cette maison. Et donc je décide de monter ce salon. Mais là,
on est en pleine restriction Covid. Donc on a à La Réunion, heureusement, Dieu merci, on n'a pas connu plusieurs confinements comme en métropole, mais on a eu des restrictions. Donc type couvre-feu et compagnie, donc c'était très compliqué. Donc, du coup ici j'ai eu du retard. Et ensuite j'ai eu des employés, comme je n'étais pas là, forcément ils ont ralenti. Parce que moi je travaille aussi au fauteuil avec mes collaborateurs. Voilà, je suis présent, je fais autant de travail qu'eux, ça il faut le dire. Du coup, comme j'étais pas là, forcément, le chiffre il a descendu. Et donc, je me suis rendu compte dans mes bilans qu'il y avait une perte d'argent. Donc, un an passe. Et puis, moi, j'ai eu un petit accident. J'ai eu une fracture du doigt. Je suis arrêté 3 mois. Et là, je regarde mes chiffres, décembre 2022. Je me rends compte qu'en fait, il y a de l'argent qui disparaît. Donc, voilà. Donc, je me suis retrouvé, en fait, avec 2 salons de coiffure. On n'était plus que 2. Il y avait moi et ma manageuse qui restait à Saint-Pierre. Donc voilà, donc ça fait des grosses pertes en termes de chiffre d'affaires annuel. Donc là, moi, je vois les problèmes arriver, je vois les impayés. Donc là, je commence à mettre en place dans ma tête un plan d'action. Donc là, je me dis, Yann, tu viens de te faire opérer il y a 15 jours, faut qu'on enlève ton attelle, il faut que tu recommences à travailler. Donc là, c'est le quid de ma rééducation, donc j'ai pas pu la faire. Mais c'est pas grave, quand il faut sauver son bébé, on sauve son bébé. Donc du coup, je travaille du lundi au samedi de 9h à 23h. Voilà, je fais ce que je peux. Reste mon salon à Saint-Pierre, j'essaye de trouver des collaborateurs, je trouve pas les chaussures à mon pied. Et puis, à un moment donné, je prends une décision. On était en plein mois d'août, là, août 2022, et je me suis dit, je peux pas continuer comme ça, je peux pas porter 2 salons en bout de bras. Donc, je me dis, allez. Déjà, depuis le mois de mars, j'étais en train de mettre en place un plan de restructuration. Donc, j'ai regardé dans mes bilans ce qui coûtait le plus cher à la société. Du coup, j'ai décidé de le supprimer. Et là, je me dis qu'en supprimant aussi le salon de Saint-Pierre, je vais faire une économie substantielle de presque 180K annuels. Donc là, je me dis, j'ai grosso modo 250K de dettes. Donc je suis déjà en train de l'effacer à plus de 70%. Donc je me dis, pas de souci. Là, faut tailler dans le gras. Alors, tailler dans le gras, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pris en fait l'exemple des grosses sociétés, comment elles font. Et ça ne déplaira pas aux gens de gauche, mais c'est pas grave. Mais quand on est chez l'entreprise, il faut prendre des décisions. J'avais plus d'employés. J'avais décidé, mais ils étaient tous partis. Donc, c'était pas supprimer des emplois. Donc, déjà, voilà. Déjà, on avait déjà supprimé le plus gros poste, parce que c'est ce qui coûte le plus cher en France, il faut le dire, avec ses loyers, en termes de charges fixes. Et là, je décide de fermer le salon. Voilà. Et du coup, je m'en porte mieux. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'il faut comprendre à tous, et ça, je veux bien dire à l'auditoire, il faut ne jamais voir un redressement judiciaire ou une procédure collective comme quelque chose de négatif. L'État a mis ça en place pour vous accompagner et pour vous faire sortir vers le haut. Si vous ne le faites pas, c'est une faute de gestion. Vous risquez 5 ans sans pouvoir diriger une société. Alors, si vous pouvez le faire, faites-le. Moi, je suis allé trouver le tribunal de commerce, en fait, en ayant mis mon plan d'action depuis mars 2022. J'ai demandé l'ouverture de la procédure collective en octobre 2022. Et aujourd'hui, ma société n'a jamais connu pareil résultat. Voilà. Donc les maîtres marabouts, c'est tout ça. Donc quand je disais mettre la tête dans le sac à caca, oui, c'est ça, il faut mettre la tête dedans. C'est littéralement le fait. Oui. Il ne faut pas avoir peur de la situation. Bon, après, il y a d'autres dégâts au niveau personnel qu'on n'a pas encore abordés, mais je les aborderai dans les grandes lignes après. Mais voilà, c'est supporter tout ça. C'est pour ça qu'émotionnellement, il faut être stable. Il faut être solide, il faut y croire. Il faut avoir ce feu-là. Si moi, je croyais, je savais que j'allais y arriver, parce que je me connais. Moi, je suis l'as on me demande de passer dans un trou de souris, on va dire c'est pas possible. Moi, je sais que je vais le faire. Je suis comme ça. Depuis petit, je suis comme ça. Donc, quand j'ai dit à mes parents, si, je serai barbier, vous allez voir. Ben voilà, je l'ai fait. Trou de souris aussi. 3 semaines, ma tante qui me dit, Yann, tu restes 3 semaines dans la métropole, t'as pas, c'est l'avion direct. Moi, je suis pas à l'hôtel, ben je l'ai fait. Bon, bref. Ça pour dire, voilà, c'est une histoire de personnalité. Ensuite, on est arrivé en procédure collective. Ça n'a pas été de la tarte, parce qu'il y a quand même un mandataire judiciaire qui représente les créanciers. Il vous met au défi. Voilà, non, moi, j'y crois pas. Il fait exprès. Donc, voilà. Donc, vous développez, toi, tu développes encore ton pouvoir de conviction. Lui, il veut voir des chiffres. C'est un banquier. Il parle comme un banquier. Donc, voilà. Moi, je veux voir votre comptabilité. Donc, tu le fais. Voilà. Donc, bilan 2022, du positif.
Voilà, on sort avec un bilan, avec des dividendes quand même à redistribuer sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je ne dirai pas le chiffre, voilà, mais l'auditoire a besoin de savoir qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et l'arrêté de 2023, on est déjà aussi à plusieurs dizaines d'euros, donc de janvier à mai. Donc ça, c'est le fruit de croire à ce qu'on va faire et comment on va y arriver. Ça n'a pas été toujours comme je le voulais, mais j'ai toujours appris des situations pour pouvoir m'en sortir. Et ma société n'a jamais connu de bénéfices depuis l'ouverture. C'est pour ça que je parlais de mode start-up. Moi, j'ai vu grand tout de suite. J'y suis arrivé. Par contre, j'ai eu les aléas qu'on ne pouvait pas prévoir, c'est-à-dire le Covid, tout ça. Aujourd'hui, c'est bien une erreur que je ne ferai pas. Aujourd'hui, je mets des sommes en provision. Je suis prudent avec ma trésorerie. Et si je fais des plans, c'est sur du long terme. Voilà. Et tu te fais accompagner pour ça ? Oui. Ou tu l'as appris Voilà, c'est pareil, l'entourage. Encore une fois, il faut trouver le bon expert comptable, il faut trouver le bon banquier. Il ne faut pas forcément attendre des banques, parce que la banque, ce n'est pas une solution. C'est plutôt une charge que vous allez vous créer supplémentaire. Voilà, il y a d'autres montages financiers que vous pouvez très bien faire en montant une holding qui devient en fait votre banque. Donc, vous capitalisez vous-même sur vos forces en interne pour générer du plus, pour pouvoir vous développer. Je pense que c'est la meilleure solution. La prise de risque aujourd'hui, avec l'argent qui coûte cher, les taux super hauts, une inflation galopante, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Bon. Donc, voilà. Donc, être autosuffisant et réduire au maximum la dépendance. Aujourd'hui, ma société n'a pas de dépendance. La seule dépendance qu'elle a, c'est moi-même. Parce que je suis moi-même, en fait, l'auteur de l'image des maîtres barbiers. Donc, les maîtres barbiers, c'est Yann d'Amour. Si Yann n'est pas là, quelqu'un rachète ma boîte, je donne pas cher de ce que ça va faire. À moins qu'il ait vraiment un bon personal branding comme moi. Mais il faudra être Yann pour ça. Hein. Mais bon, il n'est pas Yann qui veut. Nouvelle expression. Voilà. Donc, moi, je suis unique, hein, je tiens à rester. Et donc, voilà. Donc, voilà, c'est un peu tout ça. Aujourd'hui, il y a d'autres défis qui nous attendent. Hein. C'est de pouvoir sortir justement du plan de restructuration. On est parti sur 10 ans de remboursement. Moi, je compte sur des remboursements anticipés parce que je sais en fait le potentiel de ma marque. Voilà. Et donc, j'ai aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, ça s'appelle être placé sous la protection de la justice. Donc, ça, il faut vraiment prendre ça en ligne de compte. On est placé sous la protection de la justice, on a les dettes qui sont gelées dans un instant T. C'est comme un prêt à taux zéro qu'on vous fait, de vous permettre de pouvoir faire de la trésorerie rapidement sans que personne vienne vous emmerder. C'est une chance. Tout le monde voit ça. Ah putain, on a un redressement judiciaire, ah putain, mon Dieu, ça veut dire qu'on a mal géré. Mais pas du tout. Vous devez le faire. Si vous ne le faites pas par vous-même, vous allez être interdit de gestion. C'est une faute de gestion. C'est un mécanisme protecteur de l'État. Alors franchement, pas suffisamment de charges comme ça. Si en plus on nous donne un bon service pour être protégé, pourquoi s'en priver ? Donc voilà. Donc moi j'encourage les gens à le faire. Mais il faut le faire bien. Faites-le bien, parce que on va éplucher vos comptes. Il faut faire les choses correctement. Il faut montrer que vous êtes... Ma société connaît la croissance en fait tous les mois par rapport à N-1 à 2 chiffres. Voilà. Ça m'a servi, je suis content d'être passé par là. Ce n'est pas du tout une punition, bien au contraire. Alors que dans un autre scénario, avant que tu passes par ce type de système-là, les maîtres barbiers auraient potentiellement pu fermer porte et... Complètement. Là, si j'avais pas réagi... c'est fermer les portes, c'est ça que tu as dit ? Ouais, c'est ça. Là, je suis passé à 2 dans la liquidation, complètement. Ouais. Si j'avais pas réagi correctement en prenant le taureau par les cornes et en coupant dans le gras comme j'ai fait, et en prenant surtout les bonnes décisions, parce que finalement, elles étaient bonnes. Hein. Voilà. J'aurais pas pu avoir pareil chiffre aujourd'hui. Ma société n'a jamais connu pareil chiffre. D'ailleurs, je sais même pas s'il faut dire merci au Covid ou pas, parce que quelque part, en fait, ça m'a servi. Ça m'a servi. Et le côté... après, il y a autre chose, c'est aussi savoir aussi, à un moment donné, vous dire, l'argent, ça part, l'argent, ça vient. C'est un moyen de... L'argent, ça doit circuler. Aujourd'hui, vous en avez, demain, vous n'en aurez pas. Mais par contre, vous savez en faire. Et il faut avoir confiance en vous pour savoir le faire. Sinon, on ne serait pas entrepreneur. Donc, aujourd'hui, on n'a pas, c'est pas grave, demain, on aura plus. Bon, on m'a pris ma voiture de location. Bah, c'est pas grave, demain, j'aurai une Porsche. Quel est le problème ? Bah ouais, il faut toujours rêver grand. C'est ça le but. En fait, ce qu'il y a de bien en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est que notre seule limite, c'est nos idées. Tout ça, ce ne sont que des idées. Si je n'avais pas eu l'idée de me relever, je ne me serais pas relevé.
Si j'avais pas eu l'idée de me dire, tiens, je vais faire les maîtres barbiers, je l'aurais pas fait. Et Adnity, c'est pareil. Voilà, pareil, Adnity. Comment est devenu Adnity? Tu m'as dit tout à l'heure, je voyais les publications, etc., des maîtres barbiers, et puis je me disais, un jour, je serai prestataire de maître barbier. Bah voilà, parlons-en. À l'époque, c'est moi qui faisais le community management. Je faisais tout ça, d'ailleurs, je t'en avais parlé, parce qu'un jour, tu bossais dans une autre entité, puis on avait discuté de ça. Et donc, du coup, voilà, je faisais ça par moi-même. Et de faire naître quelque chose de positif, en fait. Un autre bébé est né des maîtres barbiers. Bah, tout ça, c'est venu d'une passion, en fait, pour le digital. Et je me suis dit, il faut plus que tu mettes tes œufs dans le même panier. Alors, qu'est-ce que tu as comme service à proposer à ta communauté, là où tu habites? Quel problème tu pourrais résoudre? Alors, là, on va toucher le point de la concurrence. Alors, autant chez les maîtres barbiers que chez Adnity, la concurrence, elle est top, parce que ça nous permet de sortir de notre zone de confort. Et c'est là le formidable générateur d'idées. Il est là. La concurrence, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de ultra positif. Alors, lui, il fait ça comme ça. Putain, comment moi je pourrais faire différemment? Bon, ok. Mais là, ça touche à la personnalité. Donc, on en revient à ce que je disais. Donc, il faut une personnalité forte. Donc, ma personnalité traduirait ça comme ça. C'est ça, en fait, nos boîtes. Les maîtres barbiers est comme ça parce que c'est le reflet de ma personnalité et aussi, en fait, du collaborateur ou des collaborateurs qui sont là. Mmh. Voilà, parce qu'on les met aussi en avant. Puis c'est aussi leurs idées un petit peu aussi, quand même. Faut pas non plus s'accaparer toute la gloire injustement. Mais chez Adnity, c'est pareil. Tu regarderas. À chaque fois, il y a le groupe. On en discute, on débat. On prend ce qu'on a à prendre pour le moment. D'autres se retirent quand il faut se retirer, d'autres réapparaissent quand il faut le faire. Et voilà, je trouve que il n'y a pas plus positif que ça. Tu vois, donc là, de ne pas mettre les œufs dans le même panier, c'est bien, parce que du coup, ça m'a mis aussi un autre asset, un autre quelque chose qui me rapporte de l'argent, quoi. Mais pareil, chez Adnity, pourquoi la concurrence et pourquoi tout ça aussi? Bah, il y a pléthore d'agences de com à La Réunion, mais aussi il y a des identités qui sont différentes. Et il y a plein de boîtes qui sont en train de se recréer aussi après le Covid. Il ne faut pas voir aussi ça comme quelque chose de négatif, c'est que ça a peut-être mis un coup de balai, voilà, si on reprend le jargon un peu technocrate, bon, pourquoi pas, ok, c'est vrai, bon, c'est la loi, mais il n'y a pas que ça. Faut pas tout résumer à ça. Mais quelque part, ça fait naître d'autres. Ça a mis un terreau pour d'autres. Et du coup, on a une nouveauté qui arrive, d'autres qui sont demandeurs de choses un peu plus nouvelles. Moi, ce que j'ai constaté pendant le confinement ici à La Réunion, c'est que les gens se sont mis au web 2.0, aux commandes en ligne. On a eu... tout le monde s'est mis maintenant à faire du Uber, à faire de la vente en ligne. C'est top. Mais par contre, voilà, donc on a des gens qui sont demandeurs de choses qui se font en métropole ou ailleurs dans le monde. Donc, mes voyages, mon background, le tien, les nôtres, c'est parfait. Donc, la concurrence, c'est bien parce que ça révèle des talents. Voilà. Donc moi, chez les maîtres barbiers, je vois pas les gens comme des concurrents. Hein. Je vois des gens, en fait, je vois des gens qui me permettent de générer des idées. Et je suis content. Moi, j'ai hâte d'avoir quelqu'un, en fait, surtout de mon niveau, là, qui soit sur le même segment que moi, en fait. Pour qu'on puisse, en fait, justement... Parce que là, c'est un peu trop calme. Je sais pas que c'est trop calme, mais aujourd'hui, on va dire que je suis plus un leader d'opinion, en quelque sorte. Voilà, parce que je vois les résultantes. Aujourd'hui, avec le niveau de tarification que j'ai, d'autres ont suivi. Par contre, se posera la question pour eux de comment maintenant ils font. Est-ce qu'ils font le choix de monter encore plus, donc de former aussi leurs employés? Donc il y aura quelque chose de vase communicant qui va se faire, ils sont obligés de suivre. En interne, de cas chez eux, dans la formation, dans le service, etc. Machin. Ou, à ce moment-là, ils choisissent de rester pareil, mais les gens sont encore plus demandeurs d'excellence. Voilà. En gros, ce qu'il y a de bien, c'est que ça offre au public réunionnais plus de choix. Ça, c'est hyper intéressant. C'est là qu'on est acteur majeur, en fait, dans son domaine d'activité, c'est de se dire, voilà, on permet aux gens d'avoir plus de choix, on résout des problèmes dans différents segments, et du coup, c'est génial. Les gens peuvent choisir. C'est ça l'idée. Et du coup, ça tire les choses vers le haut. Et puis, en étant leader d'opinion, c'est pareil. On a aussi un devoir d'exemplarité. Donc, c'est de faire les choses de manière positive. Là, ce que je fais, moi, par exemple, dans les maîtres barbiers, c'est de montrer, oui, écoutez, c'est vrai que le milieu, je dis bien, entre guillemets,
petit crochet. Le monde du barbering. Le monde du barbering, ce n'est pas le monde des barbiers traditionnels à l'ancienne. On est sur vraiment une image qui est devenue générique aujourd'hui. Le monde des barbeurs, c'est ce qu'on voit sur Internet, c'est des beaux contours, c'est des dégradés nickel, avec des ombres et des lumières magnifiques, une géométrie parfaite, bon bref. Mais le barbier traditionnel, lui, il est sur une temporalité, il est sur autre chose, il est dépositaire d'un savoir-faire ancestral. On travaille totalement différemment, ce ne sera pas du tout ça. Nous, on est coiffeur homme spécialisé dans la barbe et on maîtrise de A à Z ce qui est la coiffure et en même temps la barbe. Voilà ce que c'est. Et nous, on se considère comme les héritiers de quelque chose qui est séculaire, qui a remonté les siècles. Donc c'est un art pour nous, on le vit comme ça, il y a une transmission. D'où le côté artisanat et on prend le temps de bien le faire. C'est ça. Et donc, le devoir d'exemplarité quand on est leader d'opinion dans son marché à La Réunion, c'est ça, c'est d'expliquer aux gens. On est peut-être noyé dans la masse en fait des barbeurs. C'est pas péjoratif ce que je dis, attention. Hein. Je dis bien qu'ils font de très bon travail, hein, mais ils sont dans un segment générique aujourd'hui. Et nous, on est noyé dans la masse. Donc l'idée, c'est de revaloriser pour eux et de leur expliquer, non, si vous faites du travail aussi excellent, ne vous dévalorisez pas dans votre travail. Par contre, votre formation, mettez-la en valeur. Et nous sommes l'étendard de ça. Ce qui est vrai. Ce qui est même juste d'ailleurs de le dire. Parce que leur métier n'existerait pas, barbeur, si nous n'étions pas là. Nous avons fait traverser ce métier dans les âges. Soyez-en dignes. C'est ce qu'on leur dit. Par contre, on vous montre que vous êtes excellents. C'est ce que nous faisons chez les maîtres barbiers. On leur dit pas que vous êtes mauvais. On leur dit non, regardez, vous faites de l'excellent travail. D'ailleurs, nous sommes en train de mettre des louanges sur votre travail. Regardez, on en parle pour vous. C'est ce qu'on est en train de leur dire. Tu éduques les gens sur la qualité de ce qu'ils proposent et de pas sous-vendre ou de se dénigrer à faire quelque chose qui pourtant est un art et pourrait être mis mieux en valeur, quoi. C'est ça. Voilà. Ils se rendent pas compte qu'ils sont valorisés par un travail d'artisanat qui a traversé les âges. Ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de prendre aussi de la valeur. Et plus ils seront conscients de la valeur de ce métier, ils se diront forcément, si j'étais attiré par un métier comme ça, c'est que j'ai de la valeur. Et donc la valeur ajoutée dans leur travail et pour eux-mêmes grandira d'autant plus. Et là, on a une personnalité qui émerge. Et là, on a une valeur qui se construit. Et là, on a un héritage qui se fait en fait dans le temps. C'est ça le travail que je fais dans ma communication, dans mon personal branding et dans le branding des maîtres barbiers. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est bien le contraire. C'est être conscient de ses compétences. C'est ça. Et c'est pas de l'arrogance, ça. C'est juste. Est-ce que Yann, tu fais du bon travail? Oui, parce que j'en suis conscient. Sinon, mon carnet de rendez-vous serait pas rempli. Voilà. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. C'est pas de l'arrogance. Non, c'est un truc. J'en discute souvent. C'est très mal pris à partir du moment où tu commences à simplement dire ou prouver que ce que tu fais est bon. Alors que c'est simplement juste être conscient de ses compétences et savoir le mettre en avant, quoi. Mais ça tu vois, ça fait partie des longues conversations qu'on a déjà eues, toi et moi. C'est une histoire de valeur, encore une fois. Parce que, tu vois, on parlait des vêtements, etc. Machin. Ça, par exemple, mes vêtements, ma façon de m'habiller, c'est tout simplement la valeur que j'accorde à moi-même, en fait. À qui je suis. Pas au reflet que je veux donner aux autres. Je fais pas ça pour les autres, je fais ça pour moi. Par exemple, quand moi, je décide d'aller prendre un café, par exemple, ou le thé au Meurice à Paris, que j'adore faire ça, prendre le thé là-bas. Je te conseille d'ailleurs, fais ça un jour si t'as pas fait. Parce que tu vois, c'est pas si cher que ça. Et c'est un bon moment que tu peux t'offrir. Bah, tu vois, c'est parce que j'estime que je vaux ça et j'ai envie de passer un moment là, tu vois. C'est pas bon pour tes compagnies, j'en ai rien à cirer. Je sors même pas ma carte bancaire pour montrer quelle couleur elle a, je prends du cash. Tu vois, pour te dire. C'est juste parce que c'est la valeur que je donne à cette chose, parce que je sais que je veux ça. Je vais être bien servi, je vais manger de bonnes mignardises, ça va être un bon thé, il y aura du lait servi dans de la porcelaine, je vais être dans un bel endroit. On revient sur l'expérience. Mais c'est ça, tu vois, c'est la valeur à laquelle tu t'accordes. Et c'est important d'avoir sa propre valeur, et sa propre valeur, les autres ne définissent pas ta valeur. Ta valeur, tu t'accordes à toi-même. Tu vois, c'est le problème de Facebook aujourd'hui. On a laissé la parole aux gens, ce qui est bien, hein, de commenter, etc. Machin. D'ailleurs, on est dans le digital, toi et moi, on ne pourra pas le nier. Mais ça permet aux gens
des fois qui sont pas, comment dire ça? Légitime. Ouais, légitimes, exactement, c'est le bon mot. Qui sont pas légitimes devant leur bouche, quoi. Et donc, du coup, ceux, ils sont là en train de dire, ouais, mais non, tu veux pas ci, tu veux pas ça, moi, je suis pas d'accord. Ouais, mais je t'ai pas attendu pour connaître ma propre valeur, mon coco. Hein. Je lui dis, c'est bon, tu peux te donner ta réponse, il y a aucun problème là-dessus, c'est ok, c'est bon, c'est sur Facebook. Mais ma valeur, je la connais. Tu vois, un mec qui va pas se pointer chez moi va me dire, ah, non, par contre, j'ai 40 balles dans la poche, j'estime que ça vaut tant. Bah, j'ai envie de te dire, non, laisse-moi ton portable et va retirer à la caisse. Hein. Ça va pas ou quoi? Non, mais tu t'es pris pour qui? Je connais ma valeur. Donc voilà, c'est une histoire de valeur, en fait. Pour tous ceux qui auraient des projets, justement, où ils savent que leur panier moyen peut être assez élevé pour le marché en place, comment toi, justement, tu te défends, si je peux pas dire défends, mais comment tu te défends quand quelqu'un t'attaque sur le côté ton produit est peut-être trop cher? Ah, bah tu sais ce que je lui dis? Bah vous êtes chez les maîtres barbiers, monsieur. Vous êtes chez les maîtres barbiers. Ah, souvent la réponse, ouais, mais c'est pas comme ça d'habitude. Je dis, mais est-ce que vous venez chez moi d'habitude? Il me dit non. Bah voilà, vous avez la réponse à votre question. La réponse est dans la question. Il n'y a pas besoin d'épiloguer plus. À partir du moment où, de toute façon, toi, tu es convaincu que ce que tu proposes ou tu vends est au prix de sa valeur, tu vas pas à te justifier. Ben, oui, et je vais aller même encore au-delà. C'est même pas moi qui le dis, ce sont mes propres clients. Il y a qu'à voir en fait le nombre d'avis favorables qu'on a en fait sur notre page Google Maps. Je ne réponds quasiment jamais aux commentaires positifs. Je réponds pas. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est comme un livre d'or, un testimonial. Donc je laisse volontairement les réponses favorables sans réponse. Il y en a, je les dézingue parce que c'est injustifié. Bon, voilà, hein, c'est mon choix, ça marche bien. D'ailleurs, même c'est les clients qui le font. Mais tout ça pour dire quoi? C'est les clients eux-mêmes qui le disent. J'ai même pas besoin de répondre. La valeur, elle est là. Je la connais déjà et les gens le disent par eux-mêmes, sans que je leur demande d'aller mettre des avis. Parce qu'ils sont satisfaits. Mais oui. Donc vraiment plus se concentrer sur l'aspect servir le client, proposer une prestation ou un service de qualité, oui. Et ça justifiera le prix plus tard. Oui. Un objet est obsolète. Un objet est obsolète à partir du moment où tu l'achètes, parce que ça relève du fantasme. On vend les choses par rapport à de l'émotion. Voilà, dans le digital, on ne peut pas dire le contraire. Mais un souvenir, ça reste. Un fantasme, il a besoin d'être alimenté constamment. Et c'est comme ça qu'on fait consommer les gens souvent, par l'émotion. C'est du fantasme, c'est des réactions chimiques dans le cerveau. Par contre, une émotion, un souvenir, un bon souvenir, ça joue dans les 30 secondes quand tu rentres quelque part. Et si en plus tu fais passer pendant 1h, 1h30 comme ça, mais ça reste. Ça reste. Ça sera gravé. Donc d'autant plus le fait de marteler, oui, il faut faire du qualitatif. Oui, il faut absolument faire vivre des expériences. Et il faut de l'authenticité. L'authenticité, pourquoi? C'est comme un cuisinier. Alors là, c'est l'exemple le plus probant. Ça peut être joliment décoré, une table magnifique, machin, t'as l'impression que c'est un gars qui est étoilé, machin, qui te l'a fait, mais quand tu vas goûter que ça a ni goût ni sentiment, s'il te plaît, moi je le recrache, quoi. Je paye pas. Une expérience. Mais oui. Parce qu'il n'aura pas mis de l'authenticité, il n'aurait pas mis du sien. Et encore plus dans un métier de service. C'est ça, en fait. C'est quelque chose que tu n'as pas mis du cœur, mais ça ne marche pas. L'entrepreneuriat, c'est ça. Si tu ne mets pas du tien, ça ne marche pas. Le gars qui rêve, ouais, c'est bon, je vais monter une boîte, je vais travailler avec des gens. Ben, mec, prépare-toi à la banqueroute, hein, parce qu'elle va porter le bout de son nez en moins de 3 ans. C'est sûr et certain. Il faut que tu sois là. Personne ne te respectera. Voilà. Ce sont tes idées, ta personnalité qui vont faire le reste. Très bien. De très bons conseils. Le temps passe vite. Ça fait déjà 1 heure qu'on tourne. Déjà. Je te jure. Donc, le format du podcast, c'est entre 45 minutes et 1 heure. Ouais. J'ai eu des retours sur les anciens épisodes. D'accord. Et il y a une question qui est revenue plusieurs fois. Donc, ce sera celle que je vais te poser. On va finir là-dessus. Ouais. Et vu que tu as encore beaucoup de choses à dire, parce que tu as eu beaucoup d'expérience, ce sera l'occasion, dans quelques temps, de faire un 2e épisode, si l'expérience t'aura plu. Ouais, complètement, ouais. La question, c'est... Alors, c'est une question qui est un peu bateau, mais volontairement, puisque ça te laisse le choix de répondre plus ou moins à ce que tu veux. Ouais. Si tu étais plus jeune, donc si tu avais tes 18 ans, et que tu avais l'occasion de te recroiser là avec l'expérience que tu as aujourd'hui, ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais te donner?
Petite anecdote, c'est une question que moi j'utilise beaucoup quand je rencontre des gens et j'ai eu des réponses de tous les côtés, mais tu récoltes des conseils qui peuvent être utiles. Toi, par rapport à ton domaine et ton expérience, qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Si je reverrais le Yann de 18 ans, je le dirais, t'as envie d'investir, tu veux gagner beaucoup d'argent, mais investis d'abord sur toi. Le meilleur investissement, c'est toi-même. Parce que tu ne pourras pas gagner d'argent correctement et dignement si tu n'investis pas sur toi-même. C'est la clé. Et comment toi, dans ton parcours, tu l'as implémenté? J'ai eu le courage d'aller me regarder en face en m'asseyant sur un divan chez quelqu'un. Ah, Voilà. ok, je vois. Il faut avoir le courage de se regarder en face et être honnête avec soi-même. Autant dans le bon que dans le mauvais. Être composé avec. Parce qu'on peut facilement se mentir. Ah oui. Et puis, d'ailleurs, parce que le problème, c'est ça, c'est que la majorité des gens tombent dans la facilité et tombent dans le mensonge. Ils finissent par croire à leur propre mensonge. Et c'est dommage, parce qu'ils se ferment des portes. Voilà. Parce que alors, le chemin le plus facile, ça sera forcément le plus court, donc le moins chiant, mais tu n'as aucune garantie que tu perdures dans le temps. Or, si tu es un peu plus patient et que tu capitalises sur toi-même et que tu t'assures les bons jalons dans ta personnalité, dans ton subconscient pour pouvoir y arriver, tu dureras dans le temps. Et tu en feras même des petits. Voilà. Ça revient sur le sujet de tout à l'heure, de trouver le bon équilibre. Ouais. Parce que ta vie pro sera juste l'image de ce qui se passe dans ta tête. C'est ça. Et si tu prends pas le temps de fouiller, de mettre la tête dans le sac, Ouais, et c'est ça. ça va se répercuter sur l'évolution de ton projet. Exactement. Et puis il y a autre chose aussi, c'est ne jamais attendre, je me dirais même aussi, n'attends pas des autres qu'on vienne te sauver et qu'on t'apporte la réussite sur un plateau d'argent. Ça n'arrivera jamais que par toi-même. Voilà, ça c'est un peu l'erreur que j'ai fait dès le départ, en pensant que en me faisant remarquer, j'allais y arriver. Non mais ça marche pas comme ça. Hein. Alors là, n'importe qui peut se mettre le doigt dans le doigt dans n'importe quel orifice, ça n'y arrivera jamais. Hein. Donc ça c'est un bon adage que j'ai appris aux États-Unis. Ça, c'est. Je suis allé voir des banques là-bas pour monter un maître barbier. Ils m'ont dit, monsieur, vous avez déjà planté une boîte? Non. Bah allez, plantez-en une d'abord, et revenez après. Bon, bah ok. Mais oui, mais comment on fait pour se lancer dans ces cas-là? Bah, il faut aller parler à ce qu'on appelle des business angels. Ok, mais comment on fait pour les convaincre? Ah, bah ça, c'est une recette qui vous appartient à vous-même. Tu vois? Donc, ça te pousse dans tes retranchements. Et ça ne viendra pas sur un plateau d'argent. C'est à toi de convaincre. Mais la personne à qui tu dois convaincre en premier, c'est toi-même. Voilà ce que je me dirais. Convainc-toi toi-même que tu es capable d'y arriver déjà. Te mens pas à toi-même. Va t'asseoir sur un divan, va apprendre qui tu es, et ensuite commence à ouvrir des portes. Voilà. C'est parfait. Ça laissera place à la réflexion après avoir écouté cet épisode-là. Mais c'est nickel. Parfait. Plein de conseils très utiles en tout cas. Ah, merci beaucoup. Pour le retour d'expérience. Et encore, on a fait que la surface de certains sujets. Ouais, il y a encore pas mal de choses à dire. qu'on pourrait aborder. Mais ça se passe comme ça à chaque fois. C'est-à-dire qu'on pourrait en parler pendant 4 heures. Ouais. Déjà, je te remercie d'avoir pris le temps de nous recevoir. C'est vrai. Je ne donne pas n'importe qui. je prends note. Je le note. D'avoir pris le temps de nous recevoir, de faire cet épisode. Et comme je le dis à chaque fois, j'espère que ce sera utile à au moins une personne. Oui. C'est l'objectif du podcast en tout cas. Et qui sait, peut-être que demain, tu verras quelqu'un qui aura implanté un nouveau concurrent et qui te dira, j'ai écouté cet épisode. Ah bah, je le souhaite, mais je le souhaite vraiment, et bonne chance à lui, mais vraiment bonne chance. Et que la concurrence soit bonne et qu'elle soit fructueuse surtout. C'est très important. Très bon moyen de terminer l'épisode. Merci encore. Avec plaisir. À très bientôt.